à vous qui nous regardez, qui êtes fidèles à la web télé du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes le dimanche 24 novembre et je suis très heureuse de vous accompagner durant ces 3 jours en direct du Salon de l'Éducation à Paris, porte de Versailles. Alors, depuis 3 jours, nous abordons de nombreuses thématiques, notamment enseigner à l'étranger, mais aussi, on l'a vu il y a quelques minutes, la lutte contre le harcèlement ou encore l'école inclusive. Et puis, il y a une thématique aussi qui nous tient à cœur. Il s'agit de l'engagement volontaire des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des missions au service des autres. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec une table ronde toujours très colorée, de choix, avec également la présidente de l'agence du service civique. Alors, je vais vous présenter un à un. Tout d'abord, Lucie Bianco. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la Web TV. Vous êtes ancienne volontaire APHP. On va en reparler tout de suite après avoir fait ce tour de table. À vos côtés, Nelly Serevia, vous êtes ancienne volontaire, vous, au sein de Unicité. C'est ça. Voilà. Madame la présidente, Béatrice Engrand, vous êtes donc présidente de l'agence du service civique. Bonjour, bienvenue sur cette table ronde. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Et puis, Ismaël Souleymana, vous êtes ambassadeur Unicité, ancien volontaire au sein de Unicité, et je crois que vous participez aussi aux travaux de l'agence du service civique. C'est exact. Voilà, on va en reparler tout de suite. Enfin, j'accueille Adèle Sayard. Adèle Sayard, alors, vous avez un double parcours de l'engagement, puisque vous avez à la fois fait un corps européen de solidarité, et aujourd'hui, vous êtes volontaire et vous faites un service civique. C'est exact. Voilà. Alors, nous avons autour de cette table, Béatrice Engrand, des profils très variés. On voit bien que l'engagement prend plusieurs formes et l'engagement, il est véritablement propre à chacun et il s'adapte finalement au désir des jeunes, si tant est qu'ils en aient la volonté. Absolument. Donc peut-être pour remettre en perspective, le service civique a été créé en 2010. Nous fêterons nos 10 ans l'année prochaine. Depuis 2010, ce sont plus de 400 000 jeunes qui se sont engagés en service civique. Donc on arrive là à un seuil qui nous permet de dire qu'on a un impact sur la société et évidemment sur les jeunes eux-mêmes, j'y reviendrai et puis ils le diront, je pense très bien. Depuis 2 ans, donc 2018 et j'imagine qu'en 2019 on n'a pas encore tout à fait les chiffres, mais ce sont plus de 140 000 jeunes qui s'engagent dans un service civique. Qu'est-ce qu'on sait de ces profils, de ces jeunes on le sait grâce à une étude que nous avons conduite avec l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, où vous avez à peu près pour moitié des jeunes qui viennent vers le service civique ou vers le corps européen de solidarité dans une moindre mesure parce que le programme est plus récent, donc on n'a pas encore tous les éléments. Donc ils viennent vers le service civique avec un désir d'engagement qui est préalable, qui est déjà là. Et pour l'autre moitié, un peu moins de la moitié, ils viennent parce qu'on leur en a parlé, parce qu'ils sont en recherche d'eux-mêmes, en recherche d'orientation, ils ont envie de prendre du temps. Et on voit bien que ce qu'ils disent après, c'est que le service civique a été un booster d'engagement. Et en fait, si on consolide après le service civique, vous avez la moitié de ce public qui vient un peu par hasard, plus de la moitié qui veut continuer à s'engager dans une association ou comme bénévolat dans la vie sociale. Donc je crois vraiment que c'est la preuve que ce programme remplit ses objectifs initiaux. Et je crois que près de 94% des jeunes qui ont été volontaires dans le cadre d'un service civique recommanderaient cette expérience. Tout à fait. 94% recommanderaient. 78% disent que c'est une expérience qui a été en fait importante sur leur projet d'avenir. Et si on décline dans la vie réelle, et les jeunes vont pouvoir nous le dire, on voit vraiment que soit les jeunes, grâce à leur service civique, ont vérifié que la voie à laquelle qu'ils avaient imaginé est la bonne, soit ils ont pris conscience en fait de qui ils sont, de vers quoi ils ont envie d'aller et ils s'orientent vers d'autres horizons à la fin du service civique. Donc c'est vraiment ce rôle de boussole qui est essentiel, je crois, à un âge sorti de l'adolescence, jeune adulte, où on se pose aussi beaucoup de questions et où ça peut sembler un peu vertigineux de faire des choix qui engagent la vie entière.
Lucie Bianco, racontez-nous un petit peu comment vous y êtes arrivé à ce service civique. Comment vous avez entendu parler de cette opportunité? Racontez-nous votre histoire. Alors moi, en fait, après avoir eu mon bac, j'ai fait une première année de médecine que j'ai ratée. Et donc, j'étais un petit peu en recherche. Est-ce que je voulais vraiment travailler dans le médical? De quoi j'avais besoin dans ma vie professionnelle? Et en fait, je suis tombée sur le service civique un petit peu par hasard sur Internet. Et en fait, en lisant un petit peu le site Internet, etc., ça m'a intéressée. En lisant l'émission, j'ai trouvé que c'était intéressant. L'offre d'émissions est très large et voilà. Et en fait, donc j'ai fait ma mission à la PHP qui a duré 8 mois. Et en fait, ça m'a permis de me conforter dans mon choix professionnel, puisque maintenant je suis en école d'infirmière. Donc toujours au service des autres. Voilà c'est ça... vraiment être utile à l'autre qui m'a plu. Et ce premier contact aussi avec le milieu professionnel qu'on n'a pas forcément quand on est mineur. Et voilà, en sortant du lycée, on ne sait pas trop ce dont on a envie pour plus tard. Et donc ça permet vraiment de se conforter dans nos choix. Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien dans le cadre de votre mission ? Alors moi en fait j'étais auprès des personnes âgées, j'étais dans un hôpital de jour en fait, donc les personnes âgées viennent plusieurs fois par semaine passer la journée avec les équipes médicales et donc moi en fait j'étais là pour faire des activités avec eux, donc des activités artistiques ou des jeux pour travailler la mémoire, etc. J'aidais un petit peu aussi dans le brancardage, voilà. Donc vous étiez quand même au contact, vraiment au direct avec ces personnes qui avaient des besoins spécifiques. Oui. Donc vous avez peut-être une approche, une formation. Comment ça s'est passé finalement? Parce que vous n'êtes pas du jour au lendemain, vous n'êtes pas retrouvé du jour au lendemain face à ces publics. Non, et c'est surtout, en plus c'est particulier d'être, ce premier contact avec des patients. Mais on est très bien encadré par les équipes et au sein de mon service civique, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs formations tout au long de mon service civique avec les psychologues, les psychomotriciennes, etc. qui avaient mis ça en place pour les jeunes en service civique pour justement appréhender le patient Alzheimer, le patient dément, etc. et vraiment entrer en contact avec eux et pouvoir les aider au mieux, interagir au mieux avec eux. Béatrice Engrand, dans ce témoignage, il y a beaucoup de choses. Hein. Absolument. D'abord, les offres de mission. Est-ce qu'on peut les préciser un petit peu, toutes les catégories finalement d'offres de mission qui sont proposées? Alors, il faut savoir que sur le site internet du service civique, servicecivique.gouv.fr, il y a 80 000 missions. Heureusement, elles sont organisées par type d'activité ou de domaine. Et ce qui est très important de signaler, c'est que ces missions sont publiées par les organismes d'accueil qui sont donc disposés à accueillir des jeunes en service civique. Ces organismes d'accueil sont pour 61% des associations et les associations sont vraiment le cœur et le cœur et le poumon à la fois du service civique. Il faut remercier les associations qui sont ici réunies et puis bien sûr la Ligue de l'enseignement qui nous accueille aujourd'hui sur le salon de l'éducation, donc 61% d'associations. Ensuite, vous avez des collectivités territoriales, 12%. Le reste, ce sont des fondations ou les grands services publics de l'État qui, depuis 2015, accueillent des services civiques, par exemple dans des préfectures ou dans des centres des impôts, aussi à l'éducation nationale. Vous avez des services civiques qui font par exemple un grand programme qui s'appelle Devoir fait. Donc cette diversité, elle est vraiment très importante. Ça c'est sur les missions. Les missions, en fait, le code du service national dont dépend le service civique prévoit 9 grands domaines d'intervention. Je ne vais pas les lister là, mais il y a la culture pour tous, la solidarité, la mémoire, la citoyenneté et d'autres sujets. Donc ça, voilà, c'est l'ensemble des domaines. Et ce qui est important dans ce qu'a dit notre jeune fille là, c'est qu'elle avait accès à des formations. Et là, on voit bien la différence
entre un service civique et un stage, par exemple, où vous êtes dans un environnement quand même un peu sécurisant, et on vous laisse prendre des initiatives, ce qui est assez rare dans un stage, à mon avis, mais surtout, vous avez tout de suite accès à des formations, parce que l'agence du service civique, c'est une de ses missions, contrôle, en fait, au moins attend des organismes qu'ils forment les jeunes et donc les accompagnent dans ce qu'on appelle le projet d'avenir. Je reviendrai juste sur les organismes d'accueil, près de 11 000, je crois. Hein. Absolument, tout à fait. 11 000 organismes oui, donc d'accueil. C'est vraiment considérable, mais je crois que c'est très important. C'est vraiment la force vive du service civique, notamment dans les associations qui ont inventé le service civique, il faut le dire, avec Martin Hirsch, qui est maintenant d'ailleurs directeur général de la PHP. Cette grande diversité, on en a absolument besoin pour qu'il y ait une mission au service de tous. C'est un slogan qu'on utilise souvent à l'agence de service civique. Donc pour que chaque jeune, en fonction de sa situation, de ses aspirations, puisse trouver quelque chose qui lui convienne. Et puis ce qui nous importe, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, en France, dans les DOM, mais aussi d'ailleurs à l'étranger, parce que le service civique peut aussi être effectué à l'étranger. Et il faut qu'on ait vraiment les grandes villes et les tout petits villages de France, d'où l'importance de... Qu'il y ait un maillage... Et qu'il faut vraiment qu'il y ait un maillage territorial. Alors, et encore une autre notion, et promis, hein, on va continuer le tour de table, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce témoignage. Une autre notion qui me semble tout à fait importante, c'est l'encadrement. Les jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes. Hein. On a bien compris que dans le cadre de la mission de Lucie, elle a eu très vite des responsabilités, qu'elle a pu prendre aussi des initiatives, mais qu'il y avait un encadrement. Et ça, c'est crucial. Absolument. Le tutorat, l'encadrement. Hein. Donc, si vous regardez dans ce qu'on appelle les questionnaires de satisfaction d'après service civique, donc c'est un questionnaire auquel la majorité des services civiques répondent en fin de mission. En fait, si on croise la qualité de la relation entre le jeune et le tuteur et la satisfaction du jeune, on voit que c'est vraiment la relation avec le tuteur qui fait la différence. Donc le tuteur, encore une fois, n'est pas un maître de stage. Hein. Le service civique, c'est une mission d'engagement. On voit bien s'engage au service des autres. Et il faut vraiment les remercier, ces jeunes magnifiques qui décident de donner du temps à la société, à des grandes causes. Voilà, le tuteur est central, et pour qu'il puisse jouer son rôle, parce que ça ne s'improvise pas non plus d'être tuteur, il y a une fonction quand même un peu transférentielle. Ils sont formés, ces tuteurs-là. C'est à peu près 11 000 tuteurs formés. On doit monter à 15 000 l'année prochaine. Alors, on va poursuivre ce tour de table avec le témoignage de Nelly Sareva. Nelly Sareva, vous êtes ancienne volontaire au sein de Unicité. Quelle était votre mission? Décrivez-nous un petit peu votre mission, puis aussi comment vous avez pris connaissance de cette possibilité de faire un engagement volontaire par le service civique. Du coup, moi j'étais en service civique au sein de l'association Unicité. J'étais en mission cinéma et citoyenneté. Et donc j'ai connu le service civique par du bouche à oreille. On vous l'a recommandé. Oui, c'est ça, on vous l'a recommandé. Oui, en fait, pareil, après ma première année de fac, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis retrouvée à me poser des questions, à me demander ce que je voulais faire, quelles étaient mes options. Et donc, oui, on m'a parlé du service civique, on m'a dit, mais renseigne-toi, va voir, il y a plein de missions différentes, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui te plaira. Et donc effectivement, quand je me suis renseignée sur Unicité et donc la mission de cinéma, donc le cinéma qui était pour moi un hobby et plus une passion d'aller au cinéma, de regarder des films, je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et donc j'ai postulé, j'ai été retenue, et donc ma mission c'était d'aller dans des collèges et des lycées et de créer des ciné-clubs et des ciné-débats avec donc les groupes d'élèves volontaires dans les établissements. Et donc c'était une expérience assez incroyable parce que du coup on créait des espaces de parole avec ces jeunes où sans professeur ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient sans avoir peur de jugement et grâce au cinéma du coup permettre de parler de citoyenneté et de sujets importants pour toute la société en fait. Et grâce à vous comme médiateur. Oui, aussi. Voilà, pour animer ces débats. Elle date de quand cette mission? Moi j'ai été sur la mission l'année dernière. Oui. Et je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'elle a été créée. Mais vous, quand est-ce que vous l'avez fait? C'était ma question. L'année dernière, du coup, d'octobre à juin. Là,
D'accord. Et donc, depuis, en septembre, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis inscrite en licence en art du spectacle, cinéma et théâtre. Très bien. Et là, est-ce que c'est votre voie? Bah oui, totalement. Oui. Ouais. Très bien. Alors, selon vous, qu'est-ce que le service civique a permis justement pour déterminer un peu mieux votre projet professionnel? Est-ce que ça a été une aide? Bah oui, complètement, parce que ça m'a fait comprendre qu'en fait, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais faire ce que j'aimais surtout, et donc ouais, ça m'a ouvert cette perspective où le cinéma qui était juste un divertissement, ça va devenir mon métier en fait, et donc ouais, c'est cette chose-là de faire ce que j'aime et ouais, voilà. En tout cas, le sourire, hein, c'est la meilleure récompense. Béatrice Engrand, le service civique est accessible à partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? C'est un élément clé parce que je pense qu'on le voit bien au travers du témoignage de Nelly et je crois, je ne sais pas si c'était... Oui, si aussi, au travers du témoignage de Lucie. Il y a un moment donné dans la vie des jeunes où ils arrivent au bac et il y a une espèce d'essoufflement. Parfois, voilà, une première année qui se passe pas comme prévu, et puis le service civique redonne du souffle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce au-delà du service qu'on a donné aux autres, c'est aussi un moment de pause où finalement on se recentre un peu sur soi-même pour mieux repartir en se connaissant mieux. Absolument, bon, ça vous avez très bien dit les choses. Faut voir que parfois pour arriver jusqu'au bac, c'est un parcours du combattant. Je renvoie à la une de Télérama il y a 10 jours, hein. Nos ados, ils vont craquer ou ils vont burn-outer, je ne sais plus exactement, mais enfin voilà, c'était tout un sujet sur le fait que le programme des adolescents est extrêmement chargé et qu'en plus pèse sur eux ce choix aussi d'orientation. Donc je crois vraiment que le service civique, c'est un temps de respiration. On parle là des jeunes qui vont jusqu'au bac, mais comme le service civique est accessible de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, il faut absolument le signaler, ce régime dérogatoire jusqu'à 30 ans. On a aussi quand même 15% des jeunes de 16-17 ans qui entrent dans le service civique, là qui ne vont pas aller jusqu'au bac, soit qui s'interrogent sur ce qu'ils ont une orientation professionnelle, soit qui sont en centre de formation d'apprentis et ils ont des expériences, enfin un service civique combiné, formation et service civique. Hein. Donc il y a aussi toute une série de dispositifs. On essaie de faire de la dentelle pour pouvoir toucher tous les publics, même les plus jeunes. Hein. Et c'est certain, mais il faut reconnaître que 43% des jeunes font leur service civique après le bac. Hein. C'est pas tout à fait la moitié, mais c'est quand même très important comme cohorte. Vous avez parlé des personnes, des jeunes en situation de handicap. Cette dérogation jusqu'à 30 ans, pourquoi avoir choisi cet âge de 30 ans? Et puis, dans quelle mesure, finalement, les personnes en situation de handicap tout comme les autres, ont-elles encore plus besoin, justement, de se rendre utile et de se servir finalement du service civique comme d'un tremplin pour s'exprimer? Alors en 2015, effectivement, la loi a introduit cette dérogation. Ça a été fait sur la base d'une étude conduite par les pouvoirs publics et par l'Agence du service civique qui montrait que, évidemment, c'était assez on aurait pu le deviner intuitivement, mais que ces jeunes porteurs de handicap mettent un peu plus de temps finalement à passer le bac ou à entrer dans une formation, à avoir accès à des dispositifs plus classiques. Et on a bien eu raison d'adapter la loi parce qu'en fait on a triplé, pardon de parler de situation humaine comme ça à travers de chiffres, mais on a triplé le nombre de jeunes engagés en service civique porteurs de handicap entre 2015 et 2019. Donc ça montre bien que la dérogation était absolument indispensable. Je voudrais aussi nuancer, même si d'abord ça reste insuffisant, 2% simplement de jeunes en situation de handicap qui font le service civique, c'est très insuffisant. Mais il faut nuancer parce qu'en fait, on ne compte que les jeunes au-delà, ceux qui utilisent le régime dérogatoire au-delà de 25. Entre 25 et 30 ans, ils sont obligés de se déclarer, donc on les connaît. Sinon, ils ne sont pas obligés de se déclarer et donc on ne le sait pas forcément, sauf si les organismes d'accueil nous le font remonter. Et pourquoi c'est important? Pardon, je réponds enfin à votre question. Parce que le service civique
c'est, je crois, un dispositif qui a une très grande notoriété, qui a une image très positive. Et de donner accès à cette expérience à des jeunes qui sont un peu minoritaires, relégués, leur donner la chance de faire une expérience dans comme on dit, dans un milieu ordinaire, c'est très très intégratif, très intégrant pour eux. Et pour moi, l'enjeu, il est vraiment là. Alors, c'est pas si facile non plus parce que ça nécessite parfois l'adaptation de la mission. Là, on a un projet pilote à Nantes parce que le département a été très très allant sur ces sujets-là. Et on est en train d'évaluer le projet pilote. Et ce que nous disent les tuteurs, c'est que c'est quand même très lourd. Donc notre idée, c'est que pour accompagner les tuteurs qui accompagnent les jeunes en situation de handicap, en fait, il faut sans doute les doubler et qu'il y ait un tuteur pour le service civique qui soit en lien permanent avec une personne contact, soit dans le lieu où le jeune est hébergé, soit dans le lieu, les AT, où il fait sa formation professionnelle. Voilà. Donc il faut quand même des aménagements qui soient soit physiques, soit d'accompagnement. Et il faut rassurer les parents, parce qu'on peut le comprendre, des parents qui ont des jeunes handicapés sont évidemment très touchés et sans doute plus stressés que d'autres. Et ils ont parfois, encore une fois on peut le comprendre, un peu peur de lâcher leurs jeunes dans un milieu ordinaire. Même si, évidemment, ils en devinent tout l'intérêt, mais il faut aussi là les rassurer. Et ce qui les rassure, c'est qu'on leur montre que l'accompagnement est vraiment de très grande qualité, que les tuteurs et l'ensemble d'ailleurs du contexte de la structure d'accueil a été formé pour accueillir un jeune en situation de handicap. Et les résultats sont là aussi, c'est-à-dire que derrière, parce que la finalité, c'est pas la mission, la finalité, c'est aussi peut-être faciliter l'intégration professionnelle. Et je crois qu'on mesure véritablement que cette expérience du service civique, on va dire, facilite ou en tout cas apporte des bénéfices à ces jeunes volontaires en situation de handicap pour justement les lancer sur cet avenir professionnel. Donc je n'ai pas encore les chiffres sur ce type de public, mais en revanche, dans l'évaluation qui est faite sur l'expérimentation en Loire-Atlantique, les jeunes insistent beaucoup là-dessus, en fait, sur le fait que cette expérience de service civique, en fait, va les aider dans leur parcours professionnel, et c'est proportionnellement apparemment un peu plus important que pour les autres jeunes. Hein. Justement parce qu'ils sont dans une situation, on va dire, non adaptée. Oui, exactement, voilà. Tout à fait. On appelle ça, techniquement, ça s'appelle le milieu ordinaire. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça aussi un peu l'avant-garde du service civique pour ce type de public. Hein. Alors on poursuit. Ismaël Souleymana, vous êtes donc ambassadeur Unicité, ancien volontaire également Unicité. Vous participez donc au travail de l'agence. Racontez-nous un petit peu votre histoire, votre parcours, parce que là pour le coup vous avez embrassé le service civique. Ça fonctionne ? Ok. Allez-y. Du coup, moi, je m'appelle Souleymane Ismaël, j'ai 22 ans et je viens de La Réunion en fait. Et à la base, moi, j'étais venu en métropole pour faire mes études. Je suis arrivé à Béziers, j'ai fait une première année de... À Béziers ? À Béziers, ouais. Oui. J'ai fait une première année de lettres et sciences sociales. Enfin, je l'ai terminé, mais ça m'a pas plu. Du coup, je suis allé à Nancy pour tenter une fac de droit économie. Je me suis arrêté en milieu de parcours et voilà, j'étais un peu perdu parce que j'ai toujours eu une bonne scolarité, mais voilà, comme vous disiez, j'ai arrivé à une période où je me sentais psychologiquement fatigué et je me demandais mais comment ça se fait que en fait à quel moment en fait ça n'a pas marché, à quel moment ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit sans doute que, parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion par exemple, et ce qui est dommage, c'est que le service civique par exemple c'est vu comme une allocation. Je vous étonne, mais le service civique, moi par exemple, l'image que j'avais du service civique, c'était juste une allocation qu'on donnait aux jeunes et on allait nous donner quelques tâches à faire, mais des tâches qui n'allaient pas être essentielles dans notre développement personnel. Et du coup, moi en fait... Oui, bien sûr, Béatrice Engrand. Le service civique est indemnisé à hauteur de 580 € par mois, donc on voit bien que c'est quand même beaucoup trop peu pour être un job, hein, donc c'est vraiment une indemnisation. Mais c'est certain que sur des territoires particulièrement pauvres, en fait, où le chômage des jeunes est encore plus important que la moyenne nationale, ça peut être vécu aussi comme une ressource. Hein.
Voilà. Voilà. Une aide sociale, mais moyennant des actions au service du exactement. public. Mais Ouais. voilà. Mais en fait, l'agence contrôle aussi de près ce qui se passe sur ces territoires où il peut y avoir quand même un peu un mélange des genres pour que les missions de service civique soient surtout des missions d'engagement. Mais Ismaël, pardon, je voulais juste mettre en perspective parce que je n'avais pas encore parlé de l'indemnité. D'accord. Je vous écoute. Mais du coup, mais le problème, c'est que du coup, on mettait pas l'accent en fait sur ces missions qui servaient à se développer personnellement. Du coup, moi, j'avais comme image que voilà, le service civique, ça allait pas forcément me servir à grand chose dans ma vie. Et vous n'aviez pas la notion finalement de l'engagement au citoyen. Service, voilà. Voilà, je me sentais pas, je me disais que c'était pas ce dispositif-là qui allait me permettre de changer quoi que ce soit dans autour de moi. Et du coup, par exemple, moi, je suis pas cinéphile, mais j'aime faire des courts-métrages. Je fais certains courts-métrages et tout. Et je me suis dit, ce serait bien en fait si je pouvais pas par rapport à La Réunion, à ma ville et tout, trouver, je sais pas, un truc qui ferait que les jeunes ne se retrouvent pas dans ma situation, que les jeunes en fait ne s'empressent pas après le bac, parce qu'à La Réunion, il faut savoir aussi qu'on a cette notion de pour réussir, il faut forcément aller en métropole. Du coup, il fallait que je trouve un truc pour que une façon de dire aux jeunes, en fait, c'est pas peut-être la meilleure solution. Et du coup, je me rends en commande dans une mission locale. Et là, on me parle du service civique, de la mission Cinéma East 20. Une mission où, en termes de compétences, on parlait d'apprendre à comment créer des débats, animer des ciné-débats, comme un peu c'est exactement la même mission que vous avez donné. Vous faisiez ce que je fais aujourd'hui. Vous faisiez ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire animer des débats. Oui, voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit que si vraiment ce service civique peut me permettre d'acquérir ces compétences, ça serait bien, mais j'y croyais vraiment pas quand je l'ai fait. Je me suis dit, je vais le faire pour acquérir des compétences, on va voir. Parce que là, en fait, je suis dans une situation où j'ai pas envie de retourner à l'école, ça commence à me saouler et j'ai pas d'autre option. Du coup, je le fais et je me rends compte que, en fait, c'est vraiment dommage que, à La Réunion, par exemple, et dans ma ville, les jeunes ne connaissent pas le service civique et ne le vivent pas comme moi je l'ai vécu en France et surtout dans l'association Unicité. Enfin, comme je l'ai vécu chez Unicité, le fait que, par exemple, pendant mon service civique, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai le fait que comment l'association nous responsabilisait, c'est comme certains le disaient, c'est un premier pas dans le monde professionnel, mais un premier pas où on a encore droit à l'erreur. On se sent pas on se sent pas, on est encadré, mais on se sent pas non plus prisonnier d'un statut. On a la liberté de faire ce qu'on veut un peu, et par exemple la relation avec les tuteurs par exemple moi j'ai eu un tuteur qui m'a fait confiance, qui m'a laissé monter des projets. J'aurais jamais imaginé que je pourrais monter ça, et c'est ça justement qui m'a conforté dans le fait que même sans diplôme je pouvais faire des choses. Alors, Béatrice Andran, j'aimerais que vous réagissiez à ce témoignage qui est vraiment authentique. Voilà, oui. Donc là, on parlait à l'instant du recrutement, de la manière dont les jeunes finalement sont choisis, et je n'ai pas dit sélectionnés, je parlais de choix pour faire des missions. Alors, comment ça se passe lorsqu'on est un jeune, qu'on souhaite faire son service civique? Est-ce qu'on candidate? Est-ce qu'on motive sa candidature? Comment finalement une mission nous est-elle proposée? Quelle est la procédure? Combien de temps ça prend? Et finalement, comment le tuteur va accueillir tel ou tel jeune dans sa structure? Donc théoriquement, en fait, les jeunes viennent sur le site du service civique et candidatent à des missions. Bon, ce sont des candidatures qui demandent moins de technicité que quand vous candidatez à un premier emploi, par exemple. Et la structure d'accueil a l'obligation de retenir le jeune sur la seule base de sa motivation, de son enthousiasme et de sa motivation. Donc, il ne doit pas y avoir de conditions de compétences. Ça, c'est théorique. Pas de conditions de diplôme. Voilà. Ou même de compétences techniques. Par exemple, une structure d'accueil qui dirait moi, je voudrais développer mon site internet. Je n'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un, je vais prendre un service civique et donc je vais choisir un jeune qui sait coder, qui est très fort sur les réseaux sociaux et sur le net. Normalement, il n'a pas le droit de le faire. Bon, donc ça, c'est
théorique. Dans la réalité, ça se passe pour la majorité des cas, bien plus de la majorité des cas comme ça. Et puis voilà, il y a ça et là un peu de dégradation malheureusement. Donc voilà, d'abord on candidate grâce aux missions qui sont publiées sur le site internet. Mais il y a aussi plein de jeunes qui ne pensent pas aller sur le site internet ou d'autres qui ne savent pas forcément, en fait, sont pas forcément à l'aise aussi avec ce type de pratique. Donc c'est pour 22% d'entre eux ceux qui arrivent par les missions locales. Et là, ils sont aidés les salariés, les agents des missions locales aident les jeunes à identifier des missions, soit sur le site, donc ils font la candidature avec eux, soit la mission locale a entendu parler d'une mission non loin de chez elle et dirige le jeune vers cette possibilité. Hein. Et peut-être pour nuancer sur la Réunion, et merci Ismaël de votre franchise, bon, je crois que pour en avoir parlé avec le service compétent à l'agence du service civique, c'est pas partout à La Réunion comme ça, hein, mais c'est vrai que de par la situation sociale, il peut y avoir un peu une méconnaissance du dispositif ou une surinterprétation aussi du dispositif du service civique. Mais l'agence est normalement là pour faire respecter les règles, c'est-à-dire qu'il y ait absolument un tuteur, qui n'est pas un maître de stage, et que le tuteur soit formé, et que les missions doivent être des missions d'engagement dans lesquelles les jeunes doivent avoir une large part d'initiative, parce que c'est quand même surtout ça ce qu'ils retiennent à la fin de leur service civique, c'est j'ai pu prendre des initiatives, donc on m'a fait confiance, et là c'est systémique, si on me fait confiance, je prends confiance en moi. Là c'est le lien évident, mais merci pour votre franchise, parce que vous avez bien montré aussi les quelques écueils du service civique, là, et c'est là où l'agence doit jouer tout son rôle, évidemment. Alors en tout cas, que des volontaires, hein, des volontaires qui s'engagent dans un c'est pas obligatoire, ça c'est certain. On peut inciter un jeune, mais il n'y a pas d'obligation. Ce sont des parcours volontaires, et on va écouter justement le parcours d'Adèle Sayar. Adèle, vous avez à la fois, aujourd'hui vous êtes en mission de service civique, mais un petit peu plus tôt, vous avez participé donc à un corps européen de solidarité. Donc on parlait de l'outre-mer, là on parle du corps européen de solidarité. Donc on sort des frontières de la métropole et de l'Hexagone. Racontez-nous un petit peu cette expérience, comment vous avez entendu parler du corps européen de solidarité, et puis précisément de votre projet. Alors moi j'étais en dernière année de licence en fait, et je me retrouve beaucoup dans les témoignages des autres volontaires ici présents. Donc j'étais un peu perdue, je ne savais pas si je voulais continuer mes études ou arrêter après la licence. Et c'est un peu par hasard en fait, c'est avec une recherche sur internet notamment que j'ai trouvé une réunion d'information au CIDJ, qui est d'ailleurs mon organisme d'envoi. Et ils m'ont très bien entourée, ils m'ont parlé de qu'est-ce que c'était le corps européen de solidarité, de comment partir. Et ils m'ont beaucoup rassurée, parce que je suis quelqu'un de très anxieux à la base. Et, vous aviez peur de quoi ? J'avais peur surtout de me retrouver seule, de ne pas m'intégrer dans une culture étrangère en fait, que je ne connaissais pas. Et en même temps, vous cherchiez de l'info, donc quelque part, vous aviez envie d'aller au-delà de votre zone de confort. Oui, c'est exactement ça. J'avais envie de me dépasser, et le CIDJ l'a très bien compris et m'a très bien accompagnée. Alors, comment finalement le corps européen de solidarité vous a accompagné et rassuré et permis finalement de faire ce projet? Alors moi j'avais 3 organismes qui étaient engagés, qui m'ont aidé à partir. Donc notamment mon organisme d'envoi, le CIDJ, qui a toujours été là pour répondre à mes questions. Une fois que j'ai trouvé ma mission, j'ai eu mon organisme de coordination et l'organisme qui me recevait, avec des tuteurs qui ont toujours été là pour m'entourer. J'ai eu une semaine d'accueil en fait. Quand je suis arrivée, j'ai fait justement mon corps européen de solidarité en Pologne, excusez-moi, je ne l'ai pas expliqué. Et on allait reparler du projet, bien sûr. Voilà. Et là, j'ai été entourée, j'ai eu des tuteurs qui, à chaque fois que j'avais des questions, ils m'aidaient. Quand je voulais faire un projet, monter un projet, ils étaient toujours derrière moi. Ils me donnaient toutes les cartes en fait pour parvenir à monter mon projet. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en Pologne? Alors, j'étais dans un lycée à Wojkowice, donc dans le sud de la Pologne. Vous parliez polonais?
Alors, je suis partie, je ne parlais pas du tout polonais. D'accord. Donc, vous avez suivi des cours de langue peut-être? Il y a une plateforme mise en place en fait par le Corps européen de solidarité où on dispose de cours. Moi, j'ai eu des cours de polonais. Après ma mission, majoritairement, je parlais anglais en fait. Mais pareil, je suis arrivée avec un niveau de B1 en anglais. Ils m'ont pas demandé de parler couramment anglais sur les missions. Et donc, et dans ce lycée? Voilà, j'étais dans un club Europe où on animait des ateliers sur l'Union européenne pour mieux la connaître, qu'est-ce qu'être citoyen européen. Et à côté de ça, j'aidais les étudiants qui voulaient se sentir plus à l'aise à l'oral dans tout ce qui était anglais et qui voulaient, pour certains, apprendre le français. Alors, vous avez été formé justement pour renseigner ces jeunes sur ce qu'est l'Europe, comment elle fonctionne, etc. Comment finalement avez-vous animé ces débats, ces ateliers? Alors, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà, l'Europe. Je pense que c'est sur la motivation, sur mon intérêt pour l'Europe que j'ai aussi été choisie, je pense. Et après, quand j'avais des questions, mon organisme de coordination, c'est la Fondation Robert Schuman à Varsovie. Donc c'est vrai que quand j'avais des questions pointues sur l'Europe, je les contactais, on répondait à mes questions et après je pouvais partager les connaissances qu'ils m'avaient transmises avec les étudiants. Et vous avez derrière souhaité poursuivre ce parcours d'engagé au travers du service civique. Hein. Ça a été un choix vraiment pour vous de combiner les deux engagements volontaires? Oui, exactement. En fait, le Corps européen de solidarité déjà m'a aidé à trouver ce que je voulais faire après. Donc j'ai su directement que je voulais continuer à étudier sur tout ce qui était projet européen. Et c'est comme ça que, donc en fait, je suis à mi-temps à l'université de Cergy-Pontoise en projet européen, en master projet européen. Et à côté, comme c'est du mi-temps, j'avais 3 jours de disponible par semaine en fait. Et donc je cherchais quelque chose qui serait en accord avec ma formation et mes intérêts. Et c'est là où j'ai trouvé ce service civique au sein de la Ligue de l'enseignement. Alors Béatrice Engrand, à nouveau beaucoup de choses à dire à travers ce témoignage. Tout d'abord, effectivement, on peut combiner très facilement ces deux dispositifs. Combien le font à peu près? Combien de jeunes combinent? Déjà, une information institutionnelle, c'est que l'Agence du service civique, qui est donc l'opérateur public unique en charge du déploiement du service civique, est aussi donc en charge depuis 2015 de programmes européens. L'un qui s'appelle Erasmus+, Jeunesse et Sport, qui est le volet non formel du programme Erasmus+. Et puis, depuis le 2018, l'Agence du service civique est aussi en charge du Corps européen de solidarité, qui est le programme successeur du SVE, Service volontaire européen. Donc là, ce qui est intéressant dans le témoignage d'Adèle, d'ailleurs original, parce que ce qu'on voit le plus souvent, c'est plutôt des services civiques qui partent à l'international et notamment donc en Europe, en CES, en Corps européen de solidarité, après le service civique. Et vous avez fait l'inverse, c'est plus rare, c'est plus rare. Mais on voit bien cette logique de parcours, d'abord la France, ensuite l'étranger ou l'inverse. Et je crois que le nouveau service national universel va apporter aussi une pierre supplémentaire à ce parcours, parce que tous les jeunes de 16 ans à terme feront un SNU et ils entendront évidemment parler du service civique et du Corps européen de solidarité dès 16 ans dans cette expérience du SNU. Ils en entendront parler dans des modules et puis des jeunes européens et des jeunes services civiques viendront témoigner, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire la promotion par les pairs, des jeunes entre eux. Ils viendront témoigner de ces dispositifs et forcément, ça va générer des vocations pour le CES et pour le service civique. Et cette idée de parcours, je pense qu'elle est vraiment essentielle pour ne pas enfermer les jeunes, aussi parce qu'on sait bien que la mobilité internationale et les compétences linguistiques, en anglais évidemment, mais d'autres langues sont très demandées en France, en Europe et dans le monde. Voilà, on sait que cette mobilité internationale, elle est très attendue aussi sur le monde du travail, parce qu'elle permet de développer notamment la capacité d'adaptation. Donc moi, je trouve que c'est une chance unique en fait que l'agence du service civique soit en charge de ces différents programmes, parce qu'on peut construire comme ça toute une
C'est une logique. Et puis on crée des liens, c'est-à-dire qu'un réseau Bien sûr, de jeunes, parce qu'il faut préciser que le corps européen de solidarité concerne aussi des jeunes de l'étranger bien sûr. qui peuvent venir vers la France, c'est-à-dire que les deux sont vrais. Oui, il y a vraiment cette réciprocité, et voilà. Pour moi c'est essentiel, moi qui ai longtemps dirigé l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a vraiment inventé cette idée de réciprocité dans les échanges. Finalement, l'apprentissage interculturel, la découverte de l'autre, et quand on découvre l'autre, en fait, on découvre aussi sa part de soi-même, ce qu'on a d'étranger en soi. Cette découverte interculturelle, en fait, elle fonctionne aussi bien à l'envoi qu'à l'accueil, parce que quand vous rencontrez des étrangers, il se passe aussi forcément quelque chose, et tout le monde ne peut pas non plus partir, donc c'est important pour une agence comme celle que j'ai la chance de présider, d'organiser aussi des rencontres avec des jeunes qui arrivent en France et de faire en sorte que ces jeunes étrangers, jeunes Européens, aussi rencontrent des Français sur le territoire pour faire la promotion de la citoyenneté européenne et de la différence, du multilinguisme, etc. Oui, ils sont animés par un désir de découvrir et de rendre concrète Absolument. Cette Europe. Parce que hier, il y avait un témoignage de Clara Guy, qui nous disait moi, je voulais savoir ce que l'Europe faisait pour moi. Et finalement, c'est en partant en Italie qu'elle a pu se confronter justement à cette réalité de l'Europe, et cette réciprocité est intéressante parce que effectivement on voit des jeunes qui découvrent les différences culturelles et qui vont pouvoir se construire aussi dans un projet professionnel. On l'a vu au travers de ces témoignages, se construire un projet professionnel empreint de cette expérience. Et je crois, puisqu'on a Ismaël aussi qui vient de la Réunion à notre table, je crois que les programmes européens, ils sont aussi très importants pour les jeunes des DOM, parce qu'en plus ils sont tellement éloignés géographiquement que de développer, alors qu'ils sont évidemment, comme ils sont français, ils sont forcément européens, mais ils sont tellement loin que développer le sentiment d'appartenance à l'Europe est encore plus compliqué. Et là, c'est vrai que la mobilité européenne pour les jeunes des DOM a des effets encore plus importants. L'impact est démultiplié sur le sentiment de citoyenneté européenne. Alors on l'a dit, le service civique fêtera l'année prochaine ses 10 ans. Que souhaitez-vous communiquer peut-être comme message qui vous est particulièrement cher pour peut-être les 10 prochaines années et déjà le bilan de ces 10 premières années? Alors déjà dire merci aux jeunes, parce que je trouve que même s'ils entrent dans un service civique, parfois avec un petit intérêt financier, un intérêt de formation professionnelle. En fait, ils donnent quand même du temps pour des causes. Il faut voir quand même qu'ils passent des heures auprès de personnes isolées, de vieilles personnes, de personnes malades. Ils s'engagent pour la nature, donc c'est pas facile. Et donc d'abord merci aux jeunes. Merci à tous ces organismes d'accueil qui, depuis 10 ans, ont cru au service civique. On a parlé de la Ligue, il y a Unicité, comme je l'ai dit, 11 000 structures d'accueil, à tous les tuteurs. Donc ça, l'anniversaire, ce sera aussi quand même un coup de projecteur, d'exprimer une reconnaissance pour ce qui a été fait. Et puis, je crois pour l'avenir, d'abord plus de jeunes, puisqu'on a vu à quel point c'était extraordinaire. Donc c'est bien de donner à plus de jeunes la possibilité de faire un service civique ou un corps européen de solidarité, et sans doute plus de reconnaissance de cette expérience par la société, par les parents. Moi j'entends souvent dire des jeunes qui me disent mes parents, ils auraient préféré que je fasse tout de suite une formation. Ils me disaient tu vas perdre ton temps au service civique, donc je caricature un peu, mais ça existe. Donc plus de reconnaissance par la société, par les parents, et bien sûr par le monde du travail. Il faut vraiment que toutes ces compétences qui sont développées par les jeunes dans leur service civique, qui sont souvent ce qu'on appelle les compétences sociales, mais aussi des expertises, qu'il faut qu'elles soient encore plus reconnues par le monde du travail pour que les passerelles soient plus évidentes. Merci beaucoup, Béatrice Engrand. Merci à vous 4 d'avoir accepté de témoigner sur cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle table ronde. À bientôt.